Il est facile de juger le passé avec des yeux modernes, en supposant que le mariage a toujours été une célébration de l'amour. Mais durant les siècles obscurs, l'amour était un luxe dangereux que peu pouvaient se permettre. La réalité de la nuit de noces médiévale était beaucoup plus pragmatique et terrifiante. C'était un mécanisme de survie. Deux étrangers, unis par la politique et le sang, étaient forcés à une intimité immédiate pour assurer le futur de la dynastie. Les sentiments n'avaient aucune importance, seule comptait la production d'héritiers. Cette vision utilitaire de l'être humain a transformé le lit nuptial en un scénario froid, dépouillé de toute la chaleur que nous considérons comme acquise aujourd'hui. Le contrat de chair et de terre. Le scénario de ces événements s'est construit sur une prémisse inébranlable. Le mariage était une affaire d'État et d'économie, jamais d'affection. Du 5e siècle jusqu'à la fin du 15e, l'Europe a fonctionné sous un système où les personnes étaient des pièces d'échecs. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que l'Église et les lois séculaires ont mené une bataille silencieuse sur ce qui définissait réellement un mariage. Pour les seigneurs féodaux, l'union était scellée par la signature du contrat et l'échange de dot. Pour l'Église, cependant, la validité finale dépendait d'un acte physique, concret et irrévocable. Cette divergence a transformé la nuit de noces en un tribunal. Il ne suffisait pas de promettre, il fallait prouver. Les familles nobles arrangeaient ces unions avec la froideur de celui qui vend du bétail. Le duc de Normandie ne cherchait pas une compagne, il cherchait une alliance stratégique avec la Flandre. Dans ce jeu de pouvoir, les femmes étaient vues comme le véhicule nécessaire pour transférer des propriétés et légitimer des héritiers. Un dicton de l'époque disait qu'aucun homme ne se mariait sans se repentir, une phrase qui révèle l'hostilité latente entre époux qui souvent se rencontraient pour la première fois le jour même de la cérémonie. La coercition n'était pas un accident, mais la norme. Les pères négociaient le destin de leurs enfants quand ceux-ci savaient à peine parler. Les promesses de mariage pouvaient être légalement contraignantes dès que les enfants atteignaient 7 ans. Imaginons un instant la terreur silencieuse d'une fille qui, en grandissant, découvre que son futur a déjà été vendu à un étranger qui a le double ou le triple de son âge. Il n'y avait pas d'échappatoire. La structure sociale était conçue de manière à ce que le refus soit impossible. Rejeter un mariage arrangé signifiait non seulement le déshonneur, mais la ruine économique de la famille entière et parfois le bannissement ou l'enfermement dans un couvent. Ainsi, les mariés arrivaient à l'autel non avec illusion, mais avec la résignation de celui qui marche vers l'échafaud. Peut-être l'aspect le plus perturbant de cette époque était l'âge des protagonistes. La loi canonique et les coutumes établissaient que les filles étaient aptes au mariage à 12 ans et les garçons à 14. Cette norme était basée sur une compréhension purement biologique de la vie. Si le corps pouvait procréer, alors il était prêt pour le devoir conjugal. Cependant, la maturité émotionnelle et physique réelle était très loin de cette définition technique. Dans le contexte historique de la noblesse, les unions matrimoniales étaient conclues à des âges très précoces, car le rôle principal de ces jeunes femmes était d'assurer la ligne de succession de leur famille avec la plus grande rapidité. Un exemple clair de cette réalité fut Marguerite Beaufort, qui se maria étant enfant et accoucha à 13 ans. Son corps, encore en développement, souffrit de complications significatives durant cet accouchement, un traumatisme qui la laissa incapable d'avoir plus de descendance pour le reste de sa vie. Son histoire, bien que douloureuse, illustre les graves conséquences que les exigences dynastiques de l'époque imposaient à beaucoup de jeunes femmes de la noblesse. La société de l'époque exerçait une pression dynastique écrasante sur les jeunes femmes de la noblesse. Leur fonction principale était de garantir rapidement la continuité de la lignée familiale par le biais d'un héritier mâle, ce qui faisait que le bien-être individuel de l'épouse passait au second plan face aux priorités du lignage. La formalisation de ces unions, qui incluait la cohabitation, était considérée comme un mouvement politique essentiel pour sceller les alliances entre familles. C'était un pas qui ne pouvait être reporté, assurant ainsi que le pacte reste ferme face à tout imprévu ou changement de circonstances. Cette hâte de consommer l'acte, sans se soucier de la disposition ou de la douleur de la jeune épouse, semait les graines de traumatisme profond. Les cas d'accouchement prématuré et de complications internes étaient si nombreux que le taux de mortalité chez ces jeunes épouses était alarmant. Cependant, la machinerie dynastique ne s'arrêtait pas. Si une épouse mourait, on en cherchait une autre, et le cycle des alliances continuait sur le sacrifice silencieux de la précédente.
Bien que l'Église catholique insistât théoriquement sur le consentement mutuel comme base du sacrement, la réalité pratique annulait toute possibilité de choix libre. Le consentement était une formalité, une parole prononcée sous le regard sévère des pères, tuteurs et seigneurs féodaux. Les chroniques de l'époque sont remplies de lacunes, de silence là où devraient se trouver les voix des femmes. Elles n'écrivaient pas les lois ni les registres. Par conséquent, leur peur et leur résistance étaient rarement documentées. Cependant, il existe des traces de ce désespoir. Il existe des registres de jeunes femmes qui ont dû être menées physiquement jusqu'à l'autel ou menacées de violences sévères si elles ne prononçaient pas le aas. Pour les hommes, la situation pouvait aussi être oppressive, bien que d'une manière différente. Ils se voyaient souvent obligés de s'unir à des femmes qu'ils détestaient ou avec lesquelles ils n'avaient rien en commun, piégés par les dettes ou les ambitions de leur père. Mais la différence de pouvoir était abyssale. L'homme, en fin de compte, conservait son autonomie sociale et légale. La femme passait de la propriété du père à la propriété de l'époux. La nuit de noces, alors, se transformait en le moment où ce transfert de propriété devenait physique. Ce n'était pas un acte d'amour, mais un acte de possession. La littérature de l'époque, comme les textes de Geoffrey de Chaucer, laissait parfois entrevoir la misère de ces unions, décrivant le mariage non comme un paradis, mais comme un piège de lamentation. La doctrine religieuse compliquait encore plus le panorama psychologique. Saint Jérôme et d'autres théologiens avertissaient qu'aimer avec trop de passion sa propre épouse était presque un péché, similaire à l'adultère, car le mariage devait être basé sur le devoir et la procréation, non sur le plaisir. Cet enseignement créait une atmosphère de froideur et de culpabilité. Même si l'affection surgissait, elle devait être réprimée. L'intimité se transformait en une formalité mécanique, dépourvue de chaleur humaine, exécutée sous le mandat divin de se multiplier. Le spectacle public et la bénédiction du lit. À mesure qu'approchait le moment de vérité, l'intimité disparaissait complètement. Ce que nous considérons aujourd'hui comme le moment le plus intime d'un couple était un événement communautaire au Moyen Âge. Le mariage ne se terminait pas à l'église. La célébration continuait jusqu'à la chambre nuptiale elle-même. Cette partie était cachée sous des couches de traditions festives, mais son cœur était profondément invasif. La cérémonie connue sous le nom de coucher ou bedding ceremony était le prélude nécessaire à l'acte final. Il ne s'agissait pas de laisser les mariés seuls pour qu'ils se découvrent mutuellement. Au contraire, une foule de parents, d'amis et de membres du clergé accompagnait le couple jusqu'à la chambre nuptiale. Le bruit, la musique stridente et les blagues grivoises étaient constants. L'intention n'était pas seulement de célébrer, mais de surveiller. La communauté devait être témoin du fait que les mariés entraient ensemble dans le lit, car cela constituait une preuve légale que le mariage était en train d'être consommé. En Angleterre, par exemple, il était courant que le prêtre bénisse le lit lui-même, l'aspergeant d'eau bénite et récitant des prières pour expulser les démons et assurer la fertilité. Imaginons la scène, une pièce pleine de gens, l'odeur d'encens et de vin, les regards curieux et moqueurs des invités, et au centre, deux personnes, souvent inconnues l'une de l'autre, obligées de se déshabiller ou d'être déshabillées par leurs accompagnateurs. La pression psychologique était immense. Pour la mariée, qui avait souvent été élevée dans la chasteté la plus stricte et la peur religieuse, se voir exposée de cette manière devant la foule devait être une expérience paralysante. Mais l'invasion ne se terminait pas avec la bénédiction. Dans de nombreuses régions d'Europe, la coutume voulait que les invités ne se retirent pas immédiatement. Ils restaient à boire, à chanter et à jeter des bas aux mariés, une tradition qui était censée apporter chance à celui qui réussissait à atteindre sa cible. Le message sous-jacent était clair. Vos corps ne vous appartiennent pas qu'à vous seuls, ils appartiennent au lignage et à la communauté. L'intimité était un luxe que la noblesse ne pouvait pas se permettre. Dans les cours royales, cette surveillance atteignait des niveaux grotesques, où des fonctionnaires de haut rang devaient certifier que les époux étaient, effectivement, ensemble dans le lit. Derrière tout ce théâtre public se cachait une peur légale très concrète, l'annulation. Si un mariage n'était pas consommé, il pouvait être dissous par l'Église. Cela transformait la nuit de noces en une épreuve de performance. Pour l'homme, la pression de prouver sa virilité était absolue. Un échec à cet égard n'était pas seulement une honte privée, mais une catastrophe politique qui pouvait le dépouiller de terres et de titres. Pour la femme, la pression reposait sur sa docilité et par la suite sur la preuve de sa pureté.
Cette nécessité de validation légale transformait le lit nuptial en un scénario d'anxiété extrême. Il n'y avait pas de place pour la tendresse ou la découverte progressive. Tout devait se passer cette nuit-là, et cela devait se passer de manière à ne laisser aucun doute. Les familles attendaient dehors, parfois littéralement de l'autre côté de la porte, guettant des nouvelles ou des signes qui confirment que l'alliance était scellée. La consommation était le sceau final du contrat. Sans elle, tout l'accord, les dots payés et les terres promises restaient en suspens. La tension que cela générait aboutissait souvent à des situations de force. Si l'un des conjoints ressentait du rejet ou de la peur, l'autre se voyait poussé par l'obligation de remplir le devoir social, ignorant les sentiments de son partenaire. L'expression « débit conjugal » n'était pas une métaphore, c'était une dette réelle qui devait être payée. Cette mentalité, avalisée par les autorités religieuses et civiles, créait un environnement où l'abus était normalisé sous le manteau de la loi. La résistance d'une épouse n'était pas perçue comme un droit à protéger son corps, mais comme une rébellion contre l'ordre naturel et divin. Au fil des siècles, les voix de ceux qui ont souffert de ces horreurs se sont tues, mais les registres judiciaires et ecclésiastiques nous offrent des aperçus de leur douleur. Nous connaissons des femmes qui ont tenté de fuir avant la nuit de noces, des hommes qui ont été traduits devant les tribunaux pour prouver leur capacité physique par des examens humiliants, et des familles qui se sont mutuellement déchirées lorsque la consommation n'a pas pu être prouvée. L'histoire officielle préfère parler de lignage et d'héraldique, mais la base de ces arbres généalogiques a souvent été arrosée de larmes d'impuissance. Ce qui se passait derrière les rideaux du lit nuptial médiéval était le reflet d'un monde rude, où la survie collective écrasait la dignité individuelle. Et bien que les coutumes variaient d'une région à l'autre, des froids châteaux de Scandinavie aux villas d'Italie, le dénominateur commun était le même. La nuit de noces n'était pas un sanctuaire, mais le théâtre final d'une transaction irrévocable. Au lever du jour, la preuve physique devait être présentée. L'exposition des draps, tachés ou non, dicterait l'avenir de la mariée. Si la preuve était satisfaisante, l'alliance était célébrée. Sinon, commençait un calvaire d'accusations, de jugements et de honte publique qui pouvait détruire la vie d'une femme pour toujours. Mais cela, et les horreurs spécifiques des rituels d'inspection et des preuves d'impuissance, est une histoire qui mérite d'être racontée en détail dans le chapitre suivant de cette chronique obscure. La cérémonie à l'église n'était que le préambule visible d'un drame beaucoup plus sombre et complexe. Bien que l'échange des anneaux et des vœux devant l'autel confère au mariage sa forme spirituelle, la société médiévale, obsédée par la descendance et la propriété, savait que la véritable union ne se signait pas à l'encre, ni ne se scellait par des prières, mais qu'elle devait être gravée dans la chair même. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que la célébration nuptiale ne se terminait pas avec le banquet et la musique. En fait, pour les mariés, et surtout pour la femme, la fin de la fête marquait le début d'une invasion systématique de leur intimité qui nous serait aujourd'hui inconcevable. La nuit de noces n'était pas un refuge de paix, mais une scène de théâtre où la communauté entière réclamait son droit de participer, de surveiller et de juger. À mesure que le soleil se couchait et que les torches illuminaient les grandes salles des châteaux ou les humbles huttes des villages, l'atmosphère changeait. La joie festive, alimentée par le vin et l'hydromel, commençait à se transformer en une pression palpable vers l'acte final. Personne ne se demandait alors s'il était cruel de soumettre deux jeunes gens, souvent inconnus et effrayés, à un tel examen minutieux. C'était simplement la coutume, une tradition aussi enracinée que les semailles ou la récolte. La foule, loin de se retirer pour accorder de l'intimité au couple, se transformait en une escorte bruyante et exigeante qui les accompagnait jusqu'au seuil même de leur vulnérabilité. La procession vers le lit. Le chemin vers la chambre nuptiale constituait en lui-même un rituel chargé de symbolisme et d'humiliation latente. Cette procession n'était pas une promenade tranquille, mais un défilé bruyant connu dans certaines régions sous le nom d'accompagnement. Amis, parents, musiciens et clercs formaient une suite qui entourait les mariés, les poussant physiquement et symboliquement vers leur destination. Durant ce transit, la figure de la mariée était dépouillée de son individualité pour devenir un objet de sacrifice communal. Les rires stridents, les plaisanteries obscènes et les chansons bachiques qui résonnaient dans les couloirs de pierre servaient à rappeler au couple que leur union n'était pas une affaire privée, mais un événement public dont dépendait l'équilibre social. Il est fondamental de comprendre que la mentalité médiévale ne concevait pas la vie privée comme un droit. Dans un monde où la survie dépendait du groupe, l'isolement était suspect.
C'est pourquoi la foule ne voyait pas sa présence comme une intrusion, mais comme une garantie. Il devait s'assurer que les mariés arrivent au lit, car c'est seulement ainsi que l'alliance entre les familles était validée. La vérité de ce qui se passait à ces moments-là était aussi grotesque pour notre sensibilité moderne que normale pour eux. Les assistants déshabillaient souvent les mariés, parfois avec une délicatesse rituelle, mais d'autres fois avec une brusquerie née de l'ivresse et de l'euphorie collective. La mariée, dépouillée de ses vêtements et de ses défenses, était livrée au lit comme on livre une offrande, sous le regard attentif de dizaines d'yeux qui ne cherchaient pas à la protéger, mais à certifier sa livraison. Même l'Église, qui prêchait la chasteté et la modération, participait activement à cette invasion de la chambre à coucher. Un prêtre dirigeait habituellement la procession finale vers la chambre nuptiale, non pour consoler les mariés, mais pour purifier le lieu de l'acte charnel. Le lit était aspergé d'eau bénite et encensée, tandis que des prières spécifiques étaient récitées, destinées à expulser les démons et à assurer la fertilité. Cette pratique révèle la peur profonde que la société médiévale éprouvait envers la sexualité. Elle était considérée comme un terrain dangereux, sujet à l'influence maligne, qui devait être sanctifié pour être acceptable. L'image est bouleversante. Le prêtre debout près du lit, récitant des liturgies en latin, pendant que le couple attend, exposé et vulnérable, que l'autorité religieuse donne sa permission de procéder. Dans certains rituels, on bénissait même la nourriture et la boisson que les mariés consommeraient au lit, une coupe cérémonielle connue dans certaines cours comme le vin de la nuit. Cet acte, loin de tranquilliser, ajoutait une couche de solennité terrifiante au moment. La présence du sacré dans le lieu de l'intime rappelait aux époux qu'ils accomplissaient un mandat divin, une obligation qui transcendait leurs propres désirs. Le lit cessait d'être un meuble pour devenir un autel de sacrifice où la volonté individuelle devait mourir pour faire place au devoir dynastique. Une fois que les mariés étaient au lit, commençait la soi-disant cérémonie du coucher, une tradition qui variait en intensité selon la région et le statut social, mais qui maintenait toujours son caractère invasif. Dans les cours d'Angleterre et de France, il était de coutume que les invités de plus haut rang s'assoient au bord du lit, conversant et plaisantant avec le couple. Il n'y avait pas de silence, pas de pénombre romantique. Il y avait de la lumière, du bruit et une foule curieuse. Une des traditions les plus étranges et humiliantes consistait à lancer les bas. Les garçons et demoiselles d'honneur enlevaient leurs bas et les jetaient sur les mariés. On croyait que celui qui parviendrait à ce que le vêtement tombe sur la tête du couple serait le prochain à se marier. Les rituels matrimoniaux de l'époque incluaient souvent des cérémonies publiques qui pouvaient devenir intrusives. Les jeunes mariés, et en particulier la jeune mariée, étaient exposés aux regards et aux exigences des invités, perdant toute trace d'intimité. Dans certaines occasions, la foule prolongeait sa présence dans la pièce jusqu'à ce qu'elle reçoive une compensation ou de l'alcool, soumettant le couple à une pression considérable. Pour une jeune femme éduquée sous les codes de conduite stricts de l'époque, être le centre d'une audience aussi expansive générait un profond malaise. Bien que la mariée manifestât de l'angoisse, ses émotions n'étaient pas interprétées comme une souffrance nécessitant de l'attention, mais comme une marque de modestie appropriée au sein du rituel. La primauté de la coutume annulait l'empathie. L'accomplissement du rite était la seule chose pertinente. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que, dans certains contextes de haute importance politique, la surveillance ne se terminait pas lorsque les rideaux du baldaquin se fermaient. Pour la royauté, où la légitimité des héritiers était une question d'État qui pouvait provoquer des guerres civiles, la consommation devait être vérifiée au-delà de tout doute. Il a existé des cas historiques où des témoins choisis restaient dans la pièce, cachés ou discrètement à l'écart, pour témoigner auditivement ou visuellement que l'acte avait eu lieu. Cette pratique transformait l'intimité en une performance bureaucratique. Le roi et la reine n'étaient pas des amants se découvrant. Ils étaient des fonctionnaires exécutant une démarche administrative sous supervision. Dans l'histoire des monarchies européennes, il y a des récits de mères, de tantes ou de conseillers qui restaient derrière la porte pour écouter ou qui entraient immédiatement après pour inspecter. La pression sur le marié dans ces circonstances était immense. La virilité devenait une question d'honneur public. Un échec dans la performance n'était pas une affaire privée, mais une humiliation nationale dont on chuchotait dans les cours étrangères le lendemain matin. Cette anxiété de performance conduisait souvent à des situations d'impuissance psychologique, ce qui à son tour générait plus d'interventions, des remèdes étranges et une plus grande surveillance, créant un cercle vicieux de honte et d'échec.
Pour la femme, la présence de tiers signifiait que tout cri de douleur ou de rejet serait ignoré ou, pire encore, attesté comme preuve que le devoir était accompli, car la résistance féminine était vue culturellement comme faisant partie de la courtoisie et non comme un refus légitime. Lorsque finalement la foule se retirait et que la porte se fermait, si tant est qu'elle se fermait, commençait la réalité de l'acte physique. C'est là que l'histoire devient plus sombre. Le concept théologique et légal prédominant était celui du débit conjugal ou dette matrimoniale. Selon cette doctrine, chaque conjoint avait un droit sur le corps de l'autre, et refuser l'union charnelle était un péché mortel et une violation du contrat. Cependant, dans une société patriarcale, cette dette était réclamée presque exclusivement sur le corps de la femme. L'épouse n'avait pas l'autorité légale de rejeter le mari. Le viol au sein du mariage n'était pas reconnu comme un crime, c'était une impossibilité juridique, car on considérait que la femme avait déjà donné son consentement perpétuel en disant oui à l'autel. Pour les jeunes épouses qui n'avaient pas encore atteint leur développement physique complet, la consommation du mariage pouvait entraîner de sérieuses complications. La loi et la coutume de l'époque priorisaient l'alliance dynastique au-dessus du bien-être physique de la jeune femme. Les registres historiques et les chroniques médicales de ce temps mentionnent fréquemment l'apparition de complications de santé graves chez les nouvelles mariées, telles que des fièvres et des dommages internes, conséquences qui reflétaient l'extrême pression imposée à leur corps. C'est un fait que l'établissement de beaucoup des grandes dynasties européennes a été réalisé, en partie, par des unions précoces qui ont eu un coût physique élevé pour les jeunes femmes impliquées. L'époux, de son côté, agissait souvent poussé non par la cruauté personnelle, mais par l'obligation et l'ignorance. Éduqué dans une culture qui valorisait la domination et voyait l'empathie envers la femme comme une faiblesse, beaucoup d'hommes croyaient sincèrement que forcer la consommation était leur devoir. On leur enseignait que la résistance de la femme était naturelle et qu'elle devait être vaincue. De plus, la peur d'être accusée d'impuissance les poussait à agir avec rapidité et brusquerie, éliminant toute possibilité de tendresse. Ainsi, la nuit de noces se transformait en une rencontre mécanique et douloureuse, dépourvue de la connexion humaine que nous considérons aujourd'hui comme essentielle. La tyrannie du drap sanglant. L'horreur de la nuit nuptiale ne se terminait pas lorsque les bougies s'éteignaient, ni lorsque la fatigue vainquait les corps. En fait, elle s'étendait comme une ombre allongée jusqu'à l'aube du lendemain, avec le rituel redouté de l'inspection. La société médiévale, obsédée par la pureté physique et la transmission légitime du patrimoine, exigeait une preuve tangible, irréfutable et graphique que la mariée était arrivée intacte au mariage et que l'union avait été consommée biologiquement. Cette preuve n'était pas un témoignage verbal, ni une promesse sacrée, mais un objet, le drap nuptial taché de sang. Lorsque les premiers rayons du soleil commençaient à filtrer par les fenêtres, l'air dans la chambre des mariés se chargeait d'une tension presque judiciaire. Il était courant que les matrones de la famille, des femmes âgées chargées de garder l'honneur du lignage, ou même des fonctionnaires de la cour dans le cas de la haute noblesse, entrent dans la pièce avant que le couple ne puisse même s'habiller. Leur mission était d'examiner le lit avec la minutie d'un légiste. Elles cherchaient la trace cramoisie sur le lin blanc. Si le drap montrait les marques attendues, le soulagement était collectif et la célébration reprenait. Dans de nombreuses régions d'Europe, ce tissu était exhibé avec une fierté grotesque, parfois suspendu à une fenêtre haute ou montré depuis un balcon pour que le peuple rassemblé en bas puisse acclamer. Cette exposition publique réduisait la valeur totale de la femme, son histoire, son intellect et son âme, à l'intégrité physique de son corps et transformait son intimité en un trophée pour la consommation des masses. Mais nous devons nous demander ce qui se passait dans le scénario contraire. Qu'arrivait-il si en retirant les peaux et les couvertures, il n'y avait pas de sang? L'absence de cette tâche spécifique pouvait déclencher une tragédie familiale aux proportions incalculables. Ce blanc immaculé pouvait être interprété de deux manières dévastatrices. Soit la mariée n'était pas pure, ce qui était un motif immédiat d'annulation, de restitution de la dot économique et d'un déshonneur perpétuel qui entacherait sa famille pour des générations. Soit cela signifiait que le mariage n'avait pas été consommé, ce qui mettait en cause la capacité virile du mari. Cette pression immense entraînait la création d'un réseau de tromperies désespérées et de secrets partagés entre femmes. Il existe des preuves historiques de mariés qui, craignant de ne pas saigner pour des raisons naturelles ou antérieures, recouraient à des mesures extrêmes pour sauver leur vie sociale.
Elles cachaient de petits flacons de sang d'animal dans leurs vêtements de nuit ou, dans un acte de courage douloureux, se causaient elles-mêmes des blessures aux cuisses ou aux pieds pour tacher délibérément les draps. Elles faisaient cela pour éviter la fureur de leurs époux, qui pouvaient se sentir escroqués, et pour échapper à la honte publique qui s'abattrait sur elles comme une dalle. La vérité de ce qui s'était passé dans l'intimité restait ensevelie sous la nécessité impérieuse de maintenir les apparences et de survivre dans un système qui ne pardonnait pas les erreurs. Cette obsession maladive pour la preuve physique démontrait une vérité inconfortable sur la mentalité de l'époque. La confiance n'existait pas dans l'équation matrimoniale. L'amour ou le respect mutuel étaient des concepts étrangers à la transaction. Tout devait être vérifié, mesuré, pesé et exposé aux yeux de la communauté. L'intimité du couple était complètement subordonnée à la curiosité et au contrôle du groupe social. La femme, en particulier, vivait ce moment avec une anxiété paralysante et silencieuse, sachant que son futur, son statut, son toit et sa sécurité physique dépendaient entièrement de quelques gouttes de fluide biologique sur un tissu de lin. Si elle échouait à cette épreuve, les conséquences étaient néfastes. Elle pouvait être répudiée et renvoyée chez ses parents en disgrâce, confinée dans un couvent pour cacher la honte familiale ou marginaliser socialement le reste de ses jours, transformée en paria. Dans les communautés rurales et urbaines, où les murs entendaient et les voisins étaient les juges de la morale, il existait une autre couche d'horreur sociale, connue sous le nom de charivari ou sanserada. Cette coutume n'était pas une célébration, mais un avertissement sonore. Si le mariage était considéré comme impopulaire, inégal, par exemple un veuf âgé épousant une jeune femme en fleurs, ou si l'on soupçonnait que le couple n'avait pas rempli ses devoirs conjugaux adéquatement, la communauté prenait la justice en main. Ils organisaient une protestation bruyante et chaotique devant la maison du couple. Armés de pots, de poêles, de sonnailles de bétail et de tambours improvisés, les voisins se rassemblaient sous la fenêtre des jeunes mariés. Ils frappèrent les métaux avec fureur, hurlaient des insultes blessantes et chantaient des chansons obscènes et moqueuses, empêchant le repos et la paix des mariés pendant des heures, parfois pendant des nuits consécutives. Bien que l'on ait parfois essayé de la déguiser en fête traditionnelle, elle avait souvent un ton de punition sociale sévère, une manière agressive de rappeler aux couples qu'ils n'étaient pas libres, qu'ils étaient sous surveillance constante et que leur comportement devait s'aligner sur les attentes du peuple. Cette pratique souligne le manque total d'autonomie des individus au Moyen Âge. La nuit de noces n'appartenait pas aux mariés dans la solitude, elle appartenait au peuple. Le collectif se sentait le droit divin d'approuver ou de désapprouver ce qui se passait à l'intérieur de la maison privée. Si un vieux riche épousait une jeune belle, le charivari était brutal et impitoyable, se moquant à grands cris de la prétendue incapacité physique du mari et de la cupidité calculatrice de l'épouse. Cette pression externe ajoutait un stress insupportable à la situation déjà tendue du couple, qui devait tenter de construire une vie commune pendant que le monde extérieur martelait leurs portes. Il n'y avait aucun endroit où se cacher. Les murs étaient minces, les fenêtres n'avaient pas de vitres isolantes, et la communauté écoutait toujours, prête à juger toute déviation de la norme établie. Bien que la souffrance et le manque d'intimité fussent universels, les formes qu'ils prenaient variaient drastiquement selon la classe sociale, créant deux types distincts d'enfers domestiques. Pour les paysans, qui formaient l'immense majorité de la population, le manque d'intimité était souvent une question de survie et d'espace physique. Les maisons typiques étaient des structures d'une seule pièce, avec un sol en terre battue, qui devait être partagé non seulement avec les nombreux enfants et les grands-parents âgés, mais aussi avec les animaux de ferme les plus précieux, qui nécessitaient une protection contre le froid. La nuit de noces, par conséquent, se déroulait à quelques mètres d'autres membres de la famille, dans une obscurité dense qui ne parvenait pas à cacher les sons, la respiration ni les mouvements. L'intimité romantique était impossible de par la conception architecturale et par pure nécessité économique. Ici, l'horreur ne provenait pas d'un rituel élaboré ou protocolaire, mais de la brutalité crue de la vie quotidienne, de la fatigue extrême après des journées de travail du lever au coucher du soleil, et de l'omniprésence de la mort et de la maladie qui cohabitaient dans le même espace réduit. L'acte de l'union devenait quelque chose de purement fonctionnel, dépouillé de mystère. Pour la noblesse et la royauté, en revanche, le manque d'intimité était cérémonial et politique. Ils possédaient de vastes châteaux avec des centaines de pièces et des ailes entières vides, mais la stricte étiquette leur interdisait de les utiliser pour se cacher. Le roi et la reine devaient être vus, car leur corps physique représentait le corps de l'État.
Leur vie était une représentation théâtrale continue où le rideau ne tombait jamais. La nuit de noces royales était une affaire d'État documentée minutieusement par des ambassadeurs étrangers, des courtisans et des clercs. Ces témoins envoyaient des lettres détaillées à leur propre monarque ou au pape décrivant la santé, l'aspect physique et le comportement des mariés au lit. À ce niveau de la société, les êtres humains disparaissaient complètement sous le poids écrasant de leur couronne et de leurs titres. Ils étaient réduits à des fonctions biologiques, des ventres pour la gestation et des semences pour l'engendrement, rien de plus. La déshumanisation était totale, même si elle était déguisée en luxe, soie, banquets et protocoles rigides. Une reine n'avait pas droit à la pudeur, un roi n'avait pas droit à la faiblesse. La malédiction de la virilité. On parle rarement du traumatisme masculin dans ce contexte historique, éclipsé de manière justifiée par la souffrance systémique et beaucoup plus grande des femmes, mais il existait pour eux aussi une dimension sombre et oppressive qu'il est nécessaire d'analyser pour comprendre le tableau complet. L'homme médiéval était pris au piège d'une définition rigide, fragile et toxique de la masculinité. On attendait de lui qu'il soit un guerrier dominant sur le champ de bataille et un amant inépuisable capable d'engendrer des fils immédiatement. La nuit de noces était son épreuve du feu devant la société et devant Dieu. La peur de l'échec, de l'impossibilité d'agir causée par l'anxiété de la scène, l'excès d'alcool consommé lors du banquet ou simplement la peur, était une ombre constante qui hantait les mariés. La mentalité de l'époque n'attribuait pas ces échecs à des causes psychologiques ou biologiques normales, mais à des forces surnaturelles. La peur de la sorcellerie était réelle et palpable. On croyait fermement à la ligature des aiguillettes, un sortilège par lequel une sorcière ou un ennemi envieux nouait des nœuds dans une corde tout en prononçant des malédictions pour empêcher l'homme de consommer son mariage. La médecine de l'époque, un mélange dangereux de superstitions anciennes et d'erreurs scientifiques, offrait des remèdes qui nous semblent aujourd'hui grotesques et nuisibles pour assurer la vigueur. Les hommes recouraient à des onguents toxiques qui causaient des brûlures, ingéraient des breuvages d'herbes inconnues et récitaient des enchantements désespérés. Si un homme échouait à consommer le mariage, il faisait non seulement face à une déception personnelle, mais il s'exposait à la moquerie impitoyable de ses pairs et à l'intervention légale et punitive de l'Église. Les tribunaux ecclésiastiques avaient le pouvoir d'ordonner des inspections physiques de leurs parties intimes pour déterminer s'il était structurellement capable de procréer, un processus profondément humiliant qui dépouillait l'individu de toute dignité et le réduisait à du bétail. Nous parlerons plus tard en détail de ces jugements, mais il suffit de dire ici que la pression de performer la nuit de noces sous le regard public pouvait détruire la psyché d'un jeune homme, le menant à des comportements violents et erratiques comme mécanisme de défense pathologique face à sa propre insécurité et à sa honte. Ainsi, la nuit de noces médiévale se déroulait non pas comme un rêve romantique de deux amoureux, mais comme une veillée tendue, douloureuse et surveillée. À l'aube, lorsque les chandelles de suif s'étaient consumées jusqu'au bout et que les invités dormaient à leur ivresse dans les salons, le couple restait seul pour la première fois, mais le mal dans leur relation était déjà fait. La base de leur mariage ne s'était pas cimentée sur la confiance, la patience ou l'affection, mais sur la coercition sociale et l'accomplissement strict d'un devoir public. Ils se regardaient l'un l'autre non pas comme des compagnons de vie, mais comme des étrangers forcés de partager un destin, unis par une chaîne invisible mais incassable, forgée par les intérêts de leur famille. Cette première nuit établissait le ton sombre pour le reste de leur vie. La femme apprenait une leçon brutale, que son corps ne lui appartenait pas. L'homme apprenait que sa valeur en tant qu'être humain résidait uniquement dans sa capacité de domination et de reproduction. Le silence inconfortable qui suivait les rituels bruyants était chargé de mots non dits, de ressentiments qui grandiraient comme de la mauvaise herbe au fil des ans. L'histoire officielle, écrite dans les livres de lignage, enregistrerait la date du mariage et la naissance du premier enfant, mais effacerait commodément la peur, la douleur et la solitude abyssale des heures intermédiaires. Cependant, pour comprendre véritablement la société médiévale, nous devons regarder précisément dans ces espaces obscurs, où la tradition dévorait l'innocence et où la nuit de noces laissait des cicatrices invisibles que ni le temps ni l'oubli ne pouvaient effacer complètement. Ce qui se passait si la consommation échouait définitivement, ou si l'une des parties cherchait désespérément une issue par l'annulation ecclésiastique, ouvrait la porte à un nouveau niveau d'horreur judiciaire et physique.
les preuves d'impuissance et les congrès intimes devant témoins, phénomènes si étranges, invasifs et humiliants qu'ils méritent d'être analysés à la loupe de l'histoire. Lorsque la lumière de l'aube entrait par les fenêtres de pierre, dissipant les ombres de la nuit de noces, pour beaucoup de couples le calvaire n'était pas terminé. Il changeait simplement de décor. Si le lit nuptial avait été un théâtre d'invasion sociale, ce qui suivait lorsque la consommation était remise en question se transformait en une horreur judiciaire sans précédent dans l'histoire moderne. L'histoire scolaire nous a appris à voir le Moyen-Âge à travers la grandeur de ses cathédrales gothiques et l'épopée de ses croisades, mais dans les archives poussiéreuses et oubliées des tribunaux ecclésiastiques repose une vérité beaucoup plus inconfortable et charnelle. L'obsession absolue de la loi canonique pour la mécanique du corps humain. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que, lorsque le drap ne montrait pas le sang attendu, ou lorsque les années passaient et que l'héritier n'arrivait pas, le mariage cessait d'être un sacrement sacré pour devenir un cas médico-légal froid et calculateur. L'intimité se déplaçait de la chambre à la salle d'audience, où clercs, avocats et matrones débattaient avec une froideur clinique sur les détails les plus humiliants et privés de la vie conjugale. Il ne suffisait pas qu'une épouse se plaigne à l'évêque de la froideur de son mari, ou qu'un époux déplore publiquement la stérilité de sa femme. À une époque où le mariage était indissoluble et sacré, sauf pour des causes très spécifiques et graves, la non-consommation était l'une des rares clés maîtresses pour ouvrir la cage d'une union malheureuse. Mais tourner cette clé nécessitait de traverser un enfer bureaucratique de honte publique. La société, qui avait déjà surveillé l'entrée du lit nuptial, exigeait maintenant d'inspecter les conséquences biologiques de ce qui s'était passé, ou non, dedans. Ainsi naquirent les jugements d'impuissance et les infâmes congrès devant témoins, chapitres de l'histoire légale européenne qui semblent aujourd'hui extraits d'un cauchemar dystopique ou d'une fiction perverse, mais qui furent la dure réalité pour des hommes et des femmes piégés dans des unions ratées. Le processus commençait par une accusation formelle. Si une femme alléguait que son mari était incapable de remplir ses devoirs conjugaux, le tribunal ne prenait pas sa parole comme preuve suffisante. La parole d'une femme avait peu de poids légal. Une enquête humiliante était alors lancée. Premièrement, l'homme était soumis à une inspection physique par un jury de matrones et de médecins. Ces examinateurs devaient observer, toucher et parfois stimuler l'accusé pour vérifier si son corps répondait comme prévu. Tout cela se déroulait dans une pièce froide, sous le regard de scribes qui notaient chaque réaction ou son absence. Imaginez le niveau de stress et de déshumanisation. Un homme entouré d'étrangers qui juge sa valeur uniquement sur la base d'une réponse physiologique involontaire. Mais si cette preuve n'était pas concluante, ou si le mari affirmait que son incapacité n'était que temporaire ou causée par un sortilège spécifique jeté par une sorcière jalouse, l'Église pouvait ordonner l'épreuve définitive, le congrès. Ce terme, qui semble formel et diplomatique, cachait une réalité atroce. Le couple devait tenter de consommer le mariage à nouveau, mais cette fois non pas dans l'intimité de leur foyer, mais dans un lieu neutre désigné par le tribunal, et le plus choquant, ils devaient le faire en présence de témoins experts. Les matrones, parfois accompagnées de médecins ou de représentants de l'évêque, restaient dans la pièce, parfois derrière un mince rideau, parfois observant directement, pour certifier si l'union se produisait réellement. Elles avaient pour instruction de vérifier la pénétration et l'émission de fluide vital. La pression psychologique sur le couple était inimaginable. On leur demandait d'accomplir un acte d'intimité et de connexion dans des conditions de laboratoire, observés comme des animaux d'élevage. Dans ces circonstances, l'échec était presque une garantie, ce qui entraînait l'annulation du mariage et la marque publique de l'homme comme impuissant, une étiquette qui détruisait son honneur et sa capacité légale de se remarier ou d'hériter dans certains cas. Ces jugements révèlent la facette la plus contrôlante de la société médiévale. Le corps humain n'était pas la propriété de l'individu, il était un actif de la communauté et de l'Église. La sexualité n'était valable que si elle remplissait une fonction reproductive et légale. Toute déviation, tout échec dans la machinerie biologique devait être exposé, jugé et corrigé. Les actes de ces jugements, qui sont encore conservés dans les archives européennes, sont remplis de descriptions graphiques et tristes de couples qui, au lieu de l'amour, n'ont partagé que la honte d'être examinés comme des spécimens défectueux. Le legs de ces pratiques est un rappel puissant de la façon dont les institutions peuvent envahir les espaces les plus sacrés de la vie personnelle, au nom de l'ordre et de la tradition. La nuit de noces et ses séquelles légales n'étaient pas des moments de célébration de l'amour,
mais des mécanismes de contrôle social conçus pour assurer que la propriété et le lignage coulent sans interruption, quel que soit le coût humain, émotionnel et psychologique payé par les personnes impliquées dans le processus. Les cicatrices de ces expériences ne saignaient pas comme les blessures d'épée, mais mutilaient l'âme avec la même efficacité, laissant des hommes et des femmes brisés dans un monde qui n'avait pas de pitié pour la faiblesse, ni de place pour la véritable intimité. L'inquisition du corps, matrones et médecins. Lorsque le doute surgissait quant à la validité du mariage en raison du manque de consommation, l'Église activait un mécanisme d'enquête invasif qui nous semblerait aujourd'hui un cauchemar dystopique. La parole des conjoints ne suffisait pas, la foi exigeait des preuves empiriques. C'est là qu'entrait en jeu la figure des femmes sages, communément appelées matrones, et plus tard, les médecins juristes. Imaginons la scène en détail. Une jeune femme, peut-être rejetée par son époux ou incapable de concevoir, était emmenée dans une pièce privée sous l'ordre strict d'un juge ecclésiastique. Là, un groupe de matrones respectables de la communauté avait la tâche ingrate d'inspecter son corps. Elle devait déterminer, par le toucher et la vue, si elle maintenait son intégrité virginale ou s'il existait des empêchements physiques visibles à l'union. Cet examen, réalisé sans la délicatesse ni l'hygiène de la médecine moderne et chargé de préjugés superstitieux, était une transgression légalisée de la dignité humaine. Des rapports détaillés étaient rédigés, puis lus à voix haute au tribunal, décrivant l'anatomie intime de la femme devant une audience exclusivement masculine de clercs et de scribes. Pour la femme médiévale, dont l'honneur était intrinsèquement lié à sa pudeur, ce processus équivalait à une mort sociale de son vivant. Mais les hommes n'échappaient pas à l'examen minutieux. Si la femme alléguait que le mariage n'avait pas été consommé par la faute du mari, celui-ci devait se soumettre à l'inspection humiliante de sa propre virilité. Les registres judiciaires d'York du XIVe siècle, par exemple, contiennent des descriptions graphiques et impitoyables où les matrones témoignaient de l'état physique des accusés, utilisant des termes dépréciatifs comme flasque, inutile ou flétri. On s'attendait à ce que l'homme démontre sa capacité in situ, sous le regard critique d'étrangers qui manipulèrent son corps comme s'il était du bétail dans une foire. La virilité, qui dans la culture chevaleresque était synonyme de force, de pouvoir et de commandement, était réduite à une simple fonctionnalité biologique exposée à la raillerie publique. Le guerrier ou le noble perdait toute son aura d'autorité au moment où son intimité était mesurée et jugée insuffisante par un comité de femmes âgées. Cependant, l'horreur atteignit son apogée en France au XVIe et XVIIe siècle avec la pratique légale connue sous le nom de congrès. Lorsque les inspections physiques initiales ne donnaient pas de résultats concluants, les tribunaux ordonnèrent l'épreuve définitive. Le couple devait tenter de consommer le mariage en présence de témoins experts, généralement des médecins, des sages-femmes et des officiers de la cour. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie symbolique comme le coucher nuptial, mais d'une preuve judiciaire de performance mécanique. Le couple était emmené dans un lieu neutre, souvent une maison désignée par le tribunal. Là, on leur donnait un temps déterminé pour réaliser l'acte conjugal, pendant que les témoins attendaient, parfois derrière un paravent de tissu fin, parfois dans la même pièce, observant en silence. Il est difficile de concevoir une situation plus conçue pour l'échec absolu. La pression psychologique sur l'époux était écrasante. Sachant que son honneur, son mariage et son patrimoine dépendaient entièrement de sa performance à cet instant précis, l'anxiété provoquait souvent exactement ce que l'on tentait de réfuter, l'incapacité physique. Si l'homme échouait, le verdict était dévastateur. Le mariage était déclaré nul, et il était marqué publiquement comme impuissant. Cela non seulement l'empêchait de se remarier avec cette femme, mais lui interdisait souvent de contracter mariage avec tout autre, car on considérait que son incapacité était permanente et un empêchement canonique. L'humiliation était totale et absolue. Il y a eu des cas documentés d'hommes qui, après avoir échoué au Congrès, se sont exilés pour toujours, ou ont pris la décision tragique de se donner la mort face à la honte insupportable. Les femmes, de leur côté, devaient supporter de faire partie de ce spectacle grotesque, transformé en instrument de preuve, au lieu d'être traitées comme des épouses. Cette pratique fut si scandaleuse et sujette à la corruption et à l'erreur qu'elle fut finalement abolie. Mais pendant des décennies, elle servit d'arme finale à un système qui priorisait la biologie sur l'humanité. Ce qui rendait cette situation encore plus terrifiante était l'explication que la société médiévale donnait à ces échecs. À une époque pré-scientifique,
L'incapacité soudaine de consommer n'était pas vue comme un problème médical ou psychologique découlant du stress, mais comme une œuvre du mal. On parlait du nouement de l'aiguillette ou de l'annudamiento de la agujeta, un sortilège obscur dans lequel une sorcière ou un ennemi nouait un nœud dans un cordon tout en invoquant des entités démoniaques pour empêcher l'homme de pouvoir coucher avec son épouse. Cela ajoutait une couche de terreur surnaturelle au drame domestique. Le couple ne faisait pas seulement face à la honte sociale, mais à la peur profonde d'être maudit. On cherchait des contre-sortilèges, on réalisait des pèlerinages désespérés et on consommait des potions dangereuses. L'Église, prise entre sa doctrine légale et sa croyance dans le démoniaque, validait souvent ses peurs. Un homme incapable n'était pas seulement un mari défaillant. Il pouvait être une victime de sorcellerie ou, pire encore, un pécheur puni par la divinité. Cette atmosphère de superstition transformait la chambre à coucher en un champ de bataille spirituel où la peur de l'invisible paralysait toute tentative d'intimité naturelle. Le soupçon retombait souvent sur des amantes éconduites ou des parents envieux, détruisant la confiance au sein de la communauté et semant la paranoïa. Pour comprendre que ces horreurs n'étaient pas des anecdotes isolées de paysans anonymes, il suffit de regarder au sommet du pouvoir. L'histoire de l'Europe fut largement façonnée par ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé lors des nuits de noces royales. Le cas d'Henri IV de Castille, cruellement connu dans l'histoire comme l'impuissant, en est un exemple tragique. Son incapacité à consommer son premier mariage avec Blanche de Navarre conduisit à une annulation humiliante après des années de rumeurs et d'examens physiques invasifs. Lorsqu'il se maria une seconde fois et eut une fille, Jeanne, l'ombre de son incapacité antérieure, provoqua l'allégation par ses ennemis que l'enfant n'était pas la sienne, mais celle d'un amant, la surnommant la Beltraneja. Cette dispute sur l'intimité du roi déclencha une guerre civile sanglante qui culmina avec l'ascension de sa demi-sœur, Isabelle la catholique. L'histoire de l'Espagne changea radicalement à cause de la dysfonction intime d'un monarque et de la cruauté avec laquelle elle fut exposée. Encore plus transcendant fut le cas de Catherine d'Aragon et du prince Arthur d'Angleterre. Après leur nuit de noces, Arthur se vanta par des phrases juvéniles d'avoir été en Espagne, une métaphore de la consommation, mais il décéda peu après. Des décennies plus tard, lorsque Catherine était mariée au frère d'Arthur, le tristement célèbre Henri VIII, et ne parvenait pas à lui donner un héritier mâle, cette première nuit de noces redevint le centre du débat géopolitique mondial. Le mariage avec Arthur avait-il été consommé ou non? Catherine jura jusqu'à son lit de mort qu'elle était arrivée intacte au lit d'Henri, tandis que le roi cherchait des témoins âgés qui se souvenaient des plaisanteries du lendemain matin pour prouver le contraire et annuler son mariage. L'obsession d'un roi pour les détails gynécologiques d'une nuit survenue 20 ans auparavant provoqua le schisme de l'Église d'Angleterre et changea le paysage religieux de l'Occident pour toujours. La vie privée de Catherine fut sacrifiée sur l'autel de la politique, démontrant que même les reines n'étaient pas maîtresses de leur propre histoire intime. Au-delà des tribunaux et des palais, il existait la souffrance silencieuse de la vie quotidienne. Qu'arrivait-il aux couples qui réussissaient à consommer le mariage, mais au prix d'un traumatisme profond? La réponse se trouve dans la froideur de nombreux foyers médiévaux décrits dans les chroniques. La violence ou la coercition de la nuit de noces créait souvent un abîme insurmontable entre les époux. La femme, ayant appris à associer l'acte conjugal à la douleur, à la honte et à l'obligation, se retirait émotionnellement. L'homme, frustré par le manque d'affection ou portant la culpabilité de sa propre brutalité, cherchait du réconfort hors du foyer ou se consacrait à la guerre et au travail. Se créait ainsi une dynamique d'étrangers vivant sous le même toit. La littérature de l'époque glorifiait parfois l'amour courtois, cet amour idéalisé et non consommé envers une dame lointaine, précisément parce que l'amour matrimonial réel était souvent une transaction décevante et douloureuse. Le lit, loin d'être un lieu de rencontre, était le rappel nocturne d'une transgression de la volonté. Beaucoup d'hommes et de femmes terminèrent leur jour en se tournant obsessivement vers la religion, cherchant dans l'amour divin le réconfort et la compréhension que l'amour humain leur avait brutalement refusé dès leur première nuit ensemble. Pour les femmes qui ne parvenaient pas à concevoir après cette nuit, le stigmate était double. Dans une société qui blâmait presque exclusivement la femme pour le manque d'enfants, la stérilité, ou barrennesse comme on disait en vieil anglais, était vue comme une punition divine. Elle subissait des remèdes humiliants, des pèlerinages forcés et la menace constante du rejet.
La nuit de noces n'était pas seulement un événement ponctuel, c'était la sentence qui dictait leurs valeurs pour le reste de leur existence. Le réveil de la conscience et la fin du théâtre public. Comment l'humanité a-t-elle échappé à ce cycle d'horreur publique? La réponse ne réside pas dans un seul événement, mais dans une transformation lente et douloureuse de la mentalité collective. Ce ne fut pas un changement soudain où la lumière dissipa l'obscurité du jour au lendemain, mais une lente évolution de la conscience qui a pris des siècles à se concrétiser. Vers la fin du XVIIe siècle et durant le XVIIIe siècle, les vents du changement ont commencé à souffler sur l'Europe. Avec l'arrivée des Lumières et un changement subtil mais puissant dans les sensibilités religieuses et philosophiques, l'Église et l'État ont commencé, très lentement, à se retirer de la chambre à coucher. L'idée de l'individu comme une entité séparée du clan et son droit à un espace intérieur sacré a commencé à prendre de l'ampleur. Les théologiens et les penseurs ont commencé à argumenter que la modestie et la pudeur étaient des vertus supérieures à la transparence légale. La société a commencé à comprendre qu'il y avait certaines portes qui devaient rester fermées pour préserver la dignité humaine. Le point de basculement légal le plus significatif se produisit en France. L'infâme congrès, cette pratique judiciaire abominable qui permettait aux tribunaux d'ordonner des preuves physiques de puissance devant des experts, fut finalement abolie en février de 1677. Cette décision n'est pas sortie de nulle part, mais fut le résultat de plusieurs cas scandaleux qui ébranlèrent la haute société. Le plus notoire fut celui du marquis de Langeais, qui, après avoir échoué de manière humiliante à l'épreuve publique et avoir été déclaré incapable, contracta de secondes noces et eut 7 enfants avec sa nouvelle épouse. Ce fait prouva au monde la faillibilité absolue de l'épreuve et la cruauté inutile de soumettre la biologie humaine, capricieuse et complexe, à un examen public sous pression. Peu à peu, la médecine devint plus scientifique et moins inquisitoriale. Les médecins commencèrent à remplacer les clercs dans la compréhension du corps. La présence de témoins dans la chambre nuptiale, qui fut pendant des siècles une exigence légale indispensable pour valider l'union et assurer l'héritage, passa d'une norme à une coutume folklorique dans les zones rurales. Avec le temps, elle se transforma en une relique de mauvais goût, une tradition barbare que les nouvelles générations, éduquées aux valeurs de l'intimité émergente, rejetaient avec véhémence. Pour comprendre l'ampleur de cette souffrance, il est vital de regarder au-delà des frontières de l'Europe médiévale et d'observer comment d'autres cultures gérèrent ce moment critique. L'obsession pour la pureté et la preuve physique ne fut pas exclusive à l'Occident, bien que les méthodes variaient drastiquement, révélant que le contrôle sur l'intimité était un phénomène mondial, impulsé par la peur patriarcale. Si nous regardons vers l'Est, dans la Chine impériale, nous trouvons un système également rigide mais structurellement différent. Là, la pression n'était pas judiciaire ni publique au sens européen, mais intensément familiale. La mariée n'affrontait pas un tribunal de juges, mais le jugement implacable de la belle-mère. La preuve de la chasteté ne s'exhibait pas depuis un balcon au peuple, mais se présentait en privé à la matriarche de la famille de l'époux. Si la preuve n'apparaissait pas, la honte retombait sur la famille de la mariée avec une force dévastatrice. Cependant, contrairement à l'Europe, où l'annulation était un processus légal public, en Chine, l'échec aboutissait souvent à ce que la femme soit reléguée à une position de servitude au sein du foyer, devenant une paria invisible, ou dans des cas extrêmes, étant renvoyée à sa famille, ce qui équivalait à une mort sociale. Dans le monde islamique de la même époque, la dynamique était différente en raison de la conception sacrée de la vie privée au foyer. Le Coran et la tradition établissaient des limites strictes sur l'invasion de la vie privée domestique. Bien que la virginité fût énormément valorisée, l'exposition publique des détails intimes était souvent considérée comme un manque de respect et un péché en soi. Cependant, dans certaines interprétations tribales et culturelles pré-islamiques qui persistaient, l'exhibition du drap existait également, mais elle avait une nuance d'honneur tribal plus que de procédure légale bureaucratique. La différence clé résidait dans le fait qu'en Europe, l'Église et l'État entrèrent dans la pièce. Dans d'autres cultures, c'était la famille qui gardait la porte. Il est fascinant et terrifiant de comparer ces pratiques avec les tribus des plaines d'Amérique du Nord ou les sociétés insulaires du Pacifique avant le contact européen. Dans beaucoup de ces cultures, la transition vers la vie de couple était traitée avec un naturel qui semblait scandaleux aux Européens. La vie privée existait, mais non pas comme un mur de briques, mais comme un respect communautaire.
L'idée qu'un juge ait à inspecter le corps d'un homme pour voir s'il était apte au mariage aurait été considérée comme une folie incompréhensible. Cela nous démontre que l'horreur que vécut l'Europe n'était pas une condition naturelle humaine, mais une construction sociale spécifique née de l'obsession pour la propriété, l'héritage et le péché. Un facteur qui est rarement mentionné dans les livres d'histoire, mais qui fut fondamental pour échapper à ces horreurs, fut le changement dans l'architecture même de nos maisons. Durant le Moyen-Âge et la Renaissance précoce, les chambres n'étaient pas privées. Les maisons étaient conçues avec des pièces communiquant entre elles. Pour aller d'une salle à l'autre, il fallait traverser la chambre de quelqu'un. Il n'existait pas de couloirs tels que nous les connaissons aujourd'hui dans la majorité des logements. L'invention et la popularisation du couloir dans l'architecture domestique du XVIIIe et du XIXe siècle fut une révolution silencieuse. Soudain, chaque chambre avait une seule porte qui donnait sur un espace neutre. Cela permit pour la première fois le concept d'isolement réel. La chambre à coucher devint une destination finale, non un lieu de passage. Cette barrière physique renforça la barrière psychologique. Si l'architecture permettait de fermer une porte et d'être véritablement seul, la société dut finalement accepter que ce qui se passait derrière cette porte était l'affaire exclusive de ses occupants. Ce changement physique coïncida avec l'ascension du romantisme. Le concept du mariage par amour, bien qu'il ait mis des siècles à se consolider complètement, commença à éroder l'idée du mariage comme pure transaction commerciale de terres et de titres. Lorsque l'affection mutuelle devint un ingrédient nécessaire et valorisé, la coercition de la nuit de noces cessa d'être vue comme un devoir naturel pour être reconnue comme l'abus systémique qu'elle était réellement. La littérature et l'art commencèrent à dépeindre l'union non comme un contrat signé avec du sang, mais comme une fusion d'âmes. Cependant, nous devons être prudents et ne pas idéaliser le progrès. La fin de l'inspection publique à l'ère victorienne apporta avec elle un nouveau type de terreur, la terreur de l'ignorance. Le pendule oscilla de l'extrême de l'exhibition totale à l'extrême du silence absolu. Les mères victoriennes, traumatisées par leur propre éducation puritaine, envoyaient souvent leurs filles au mariage sans absolument rien leur expliquer sur la nature de la vie conjugale, leur conseillant simplement de fermer les yeux et de penser à l'Angleterre. Si la mariée médiévale souffrait du manque d'intimité, la mariée victorienne souffrait du manque de connaissances, affrontant la nuit de noces avec une peur née de la désinformation totale, croyant parfois qu'elle était soumise à une terrible agression au lieu d'un acte d'amour. Les échos de ces pratiques anciennes ont mis beaucoup de temps à disparaître, et, dans certains endroits, ils résonnent encore. Les preuves d'intégrité physique ont persisté dans certaines cultures rurales d'Europe de l'Est et de la Méditerranée jusqu'à des époques étonnamment récentes, bien entrées dans le XXe siècle. La pression sociale sur la fertilité demeure une charge lourde et asphyxiante dans beaucoup de sociétés actuelles, où une femme sans enfant est vue comme incomplète ou défectueuse, un vestige direct de cette mentalité qui valorisait l'épouse seulement comme un récipient pour les héritiers. Même aujourd'hui, dans des communautés fermées et hautement traditionnelles autour du monde, on entend des histoires de rituels qui nous rappellent étrangement le Moyen-Âge. Des cérémonies où les femmes âgées attendent devant la porte, ou où il est exigé de voir des preuves visuelles de la consommation. Cela nous démontre que la lutte entre le contrôle collectif et la liberté individuelle n'est pas terminée, elle a simplement changé de scène. En contemplant l'histoire des horreurs de la nuit de noces médiévale, nous faisons face à un miroir sombre de notre propre évolution. Tout au long de cet immense parcours historique, des contrats froids et des mariés enfants aux jugements grotesques et aux draps tachés, nous avons raconté la lutte titanesque de l'humanité pour revendiquer sa propre dignité intime. Nous avons vu comment la loi, la religion et la coutume ont conspiré pour voler aux personnes leur moment le plus vulnérable. Il est crucial de comprendre que ce ne furent pas des monstres qui perpétuèrent ces coutumes, ce furent des sociétés piégées dans la peur, peur de l'extinction du lignage, peur de la nature humaine non contrôlée, peur de ce qui ne pouvait être vu ni légiféré, et peur de perdre le statut. Dans leur empressement désespéré à contrôler le futur à travers la descendance assurée, ils détruisirent le présent et le bonheur d'innombrables couples. L'histoire officielle est écrite avec des dates de couronnement et de batailles gagnées, mais la véritable histoire humaine se ressent sur la peau, dans la terreur palpitante d'une chambre à la lumière des bougies et dans le silence lourd des alcôves où il n'y avait pas d'amour, seulement obligation.
Aujourd'hui, lorsque nous fermons la porte de notre chambre et que nous tenons pour acquise la sécurité de notre vie privée, nous jouissons d'un privilège extraordinaire qui a coûté des siècles de souffrance à conquérir. Ce n'est pas un cadeau naturel, c'est une victoire culturelle. Les voix des filles forcées de mûrir avant l'heure, des hommes humiliés publiquement pour ne pas avoir satisfait à des standards impossibles de virilité et des femmes soumises à l'examen invasif des matrones, se sont éteintes dans le temps. Mais leur écho demeure comme un avertissement constant. Ces histoires nous rappellent que l'intimité est fragile. Elles nous enseignent que la dignité personnelle doit être protégée farouchement contre les exigences du collectif, que ce soit l'État, la famille élargie ou l'opinion publique. Elles nous rappellent que, en fin de compte, le mariage ou l'union de couple ne doit pas être un théâtre pour le public, ni une affaire d'État, ni une transaction commerciale, mais un sanctuaire fermé pour deux personnes. Le Moyen-Âge est derrière nous, avec ses torches fumantes, ses superstitions et ses ombres allongées, mais le voyage de la terreur du rituel public vers la paix de la liberté individuelle est, peut-être, l'une des réalisations les plus silencieuses et les plus importantes de la civilisation occidentale. Se souvenir de ces horreurs n'est pas seulement un exercice de curiosité morbide ou de divertissement historique. C'est un acte de reconnaissance. C'est un hommage nécessaire envers ceux qui vécurent, aimèrent et souffrirent à une époque où l'amour était le moindre des requis et la nuit de noces, la plus longue et la plus sombre des épreuves,